On commence avec un dossier d'un un patient de 22 ans, d'origine comoréenne, qui étudie à Paris, qui n'a pas d'antécédent, qui mesure 1,80 m, pèse 70 kg, vous rapporte une fatigue croissante depuis un mois, une toux sèche et des sueurs qui se manifestent surtout la nuit avec une sensation de fièvre. Il n'a jamais pris sa température. Il a reçu un schéma vaccinal complet contre le Covid et contre la grippe. Donc là, je vous ai résumé un petit peu le tableau, ce qui vous permet d'avancer là, puisqu'on n'a pas, vous n'avez pas forcément préparé les dossiers, c'est le principe des ateliers. Donc la première question, euh, c'est euh, à propos des propositions à rechercher en interrogatoire, lesquelles vous orienterez davantage vers une tuberculose que vers une pneumopathie à pneumocoque. Je vous laisse commencer à répondre. Hop, parfait, j'avance. Tac. Donc c'est très bien, c'est des choses que vous avez l'air de bien connaître. Excusez-moi. Et donc, ça va être l'occasion de répéter un petit peu les grands cadres diagnostiques dans les affections respiratoires. Le pneumocoque, vous le savez, c'est un germe qui est réputé pour faire des infections aiguës, brutales, et c'est vraiment ça qui doit vous aiguiller à l'examen clinique pour suspecter un pneumocoque versus une pneumopathie à germe atypique dans un contexte communautaire. La contagiosité des pneumopathies à pneumocoque, elle est nulle, ça c'est important. Il y a, contrairement par exemple au mycoplasme, la transmission n'est pas interhumaine et donc on ne considère pas la notion de contage infectieuse comme importante pour le diagnostic d'une pneumopathie à pneumocoque. L'hémoptysie dont on parlait dans la proposition, c'était possible pour la pneumopathie à pneumocoque, mais également très évocateur dans les contextes de tuberculose, donc pas forcément discriminant. La contagiosité du sujet atteint de tuberculose, je vous ai remis un petit paragraphe là pour le dire, elle est vraiment proportionnelle à l'entité de la toux, à la contagiosité du cas. Et en fait, ce qui est très important, c'est la notion de caverne. C'est-à-dire que si vous avez un scanner thoracique qui montre l'absence de caverne dans une tuberculose pulmonaire confirmée, ça ne veut pas à 100% dire qu'il n'est pas contagieux, mais c'est quand même très rassurant. D'ailleurs, dans les atteintes par exemple miliaires, donc les tuberculoses disséminées avec une atteinte pulmonaire plutôt micronodulaire, on ne propose pas le masque FFP2 pour l'isolement parce que on considère que la tuberculose n'est pas contagieuse parce qu'elle ne passe pas dans les bronches. C'est vraiment le cas le plus caricatural, celui de la caverne, c'est celui qui est très contaminant. Et je vous avais aussi mis une petite proposition sur la récurrence possible d'herpès labial. Ça, c'est un des signes périphérique assez typique de Paty pneumocoque, en fait ça traduit une immunomodulation induite par les réponses immunitaires sur la pneumopathie et du coup qui fait réactiver des viroses comme celle de l'HSV et donc ça c'est vraiment beaucoup plus vu avec le pneumocoque qu'avec les autres germes de pneumopathie. N'hésitez pas à poser des questions bien sûr, hein. Alors, donc je voulais vous parler des hémoptysies. Les principales étiologies, c'est la tuberculose, bien sûr, c'est peut-être celle qu'on connaît le mieux, mais il ne faut pas oublier les dilatations des bronches, quelle que soit leur cause, et les causes tumorales. Donc le cancer bronchopulmonaire, ça fait partie des grandes causes d'hémoptysie. Ça, c'est les causes classiques, fréquentes. On peut aussi citer dessus l'aspergillose. En fait, vous connaissez peut-être l'acronyme TABA, qui donne les principales causes, tumeurs, aspergillose, dilatation des bronches, anévrisme, le T, excusez-moi, c'était tuberculose, et C, c'est cancer. Et en fait, il y a quand même des causes très fréquentes d'hémoptysie, enfin des pathologies fréquentes qui donnent rarement de l'hémoptysie. Donc en fait, c'est vraiment un scan nosologique très large. Je veux citer ici du coup les pneumopathies aiguës communautaires, comme c'est la pneumocoque. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout de suite comme cause d'hémoptysie, mais ça fait bien partie. L'embolie pulmonaire, et puis même l'OAP, les crachats rosés de l'OAP, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En fait, c'est une forme d'hémoptysie sur des lésions à minima alvéolaires. Et donc, ça aussi, ça rentre dans le cas. Donc, vous voyez que le spectre il est très très large. Et bien sûr qu'il faut suspecter les grandes causes classiques, tuberculose, cancer, aspergillose, devant une hémoptysie. Mais il ne faut pas entièrement remettre en cause son diagnostic, par exemple d'embolie pulmonaire ou pneumopathie, parce que vous avez un crachat sanglant.
On continue. Le patient est fébrile à 38,5. On lui donne de l'amoxicilline dans l'hypothèse d'une pneumopathie, et puis ça s'améliore pas. Il majeure ses symptômes, il perd du poids, il crache du sang, et on fait une radio de thorax. Donc là, il va falloir déterminer des petites questions sur cette radio de thorax. Je vais vous la montrer. Euh, tac. Je vous laisse l'observer, vous faire votre propre idée. Je laisse 5 secondes pour que vous l'ayez un peu en tête, et ensuite, je vous laisse répondre. À votre avis, est-ce que cette radio est de bonne qualité? Est-ce qu'il existe une condensation systématisée du lobe supérieur droit? Est-ce qu'il existe probablement des cavernes? Est-ce qu'on visualise un épanchement pleural? Est-ce qu'un pnéumopéritoine doit être suspecté? Je remets l'image. Alors, parfait, vous êtes tous d'accord et vous avez tous raison. Donc, les critères de qualité d'une radiographie de thorax, vous les connaissez, du moins, enfin, ça a l'air. C'est voilà, il y a le côté bien inspiré qui se montre par le fait que la coupole diaphragmatique droite est supérieure à la gauche, que on peut distinguer au moins 6 espaces intercostaux visibles, et ça détermine l'inspiration. Le fait que le patient soit debout, ça on le voit avec la poche à air gastrique qui est ici, et le fait que le patient soit de face, c'est-à-dire que les épineuses qui sont ici et là soient bien centrées, avec des articulations sternocostoclaviculaires symétriques par rapport aux épineuses. Et ensuite, il faut qu'elles soient bien pénétrées ou exposées, ça désigne la même chose. Globalement, ça veut dire qu'on voit le rachis et les vaisseaux derrière le cœur, et que du coup le contraste permet d'analyser l'image. Donc ici, si on remet notre image de tout à l'heure, on distinguait une condensation systématisée. Il y a le bronchogramme aérique, on distingue la trame bronchique à l'intérieur du foyer. Elle est de bonne qualité, je ne vais pas répéter les critères. Et il existe probablement des cavernes, ça c'était sur cette image nodulaire qu'on distingue au niveau du lobe supérieur droit. L'épanchement, vous voyez que les cul-de-sac costodiaphragmatiques ils sont quand même relativement propres, donc on n'a pas trop d'arguments pour un épanchement. Et le pnéumopéritoine, ça se voit de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est un épanchement gazeux à l'intérieur d'un épanchement liquidien que vous distinguez en dessous du diaphragme à droite, à ne pas confondre du coup avec la poche air gastrique qui se trouve à gauche. Et ça, c'est vraiment typique d'un ulcère perforé. Donc si vous arrivez à la radio de thorax pour raison X ou Y chez un patient qui a un ventre de bois, avec cette radio de thorax, si vous n'avez plus de doute, c'est forcément un ulcère perforé. On avance, on suspecte une tuberculose maladie. On met le patient en isolement R, et parmi les signes cliniques suivants, on vous demande lesquels sont compatibles avec une localisation de la tuberculose. Alors, est-ce qu'une bourse rouge et gonflée, c'est évocateur d'épididymite? Est-ce qu'une douleur à la palpation des épineuses lombaires avec radiculalgie associée, c'est évocateur? Un syndrome méningé? Des lésions érythémateuses squameuses arrondies bien limitées avec une couche squameuse superficielle blanchâtre des genoux et des coudes? Une anopathie cervicale unilatérale rouge chaude inflammatoire fistulisée à la peau? Alors, je vous laisse répondre. Ok, alors je valide. Donc, super, la majorité des réponses étaient bonnes. Il y a eu un oubli pour la bourse rouge et gonflée et l'anopathie cervicale unitaire rouge. Donc, ça, inflammatoire. Ça va être l'occasion de revoir un petit peu les différentes atteintes de la tuberculose et leurs manifestations cliniques. Donc, pour rappeler un peu d'histoire simplifiée de la tuberculose humaine, vous le savez, un contact avec le germe de la tuberculose n'est pas équivalent à la maladie tuberculose. En fait, la majorité des gens qui rencontrent le bacille de Koch
ne vont pas s'infecter. C'est 2 tiers. Dans un tiers des cas, il va y avoir une primo-infection, plus ou moins symptomatique. Et à partir de cette primo-infection, la majorité des patients vont guérir. C'est-à-dire que on peut être exposé à la tuberculose et tout simplement guérir très rapidement sans même faire d'infection tuberculeuse latente. Et simplement, on a rencontré le germe. L'infection tuberculeuse latente est un état où le bacille quand même reste présent dans le corps, mais de manière contrôlée par le système immunitaire. Et il y a des passages de l'infection tuberculeuse latente à la tuberculose maladie qui sont d'autant plus fréquents, qui se font tôt par rapport à la primo-infection. La tuberculose dite primaire, c'est la tuberculose maladie, et donc ça, c'est la maladie que vous connaissez avec les cavernes, l'hémoptysie, la maladie systémique. Et à partir de cette tuberculose primaire, on peut avoir des voies de passage vers la tuberculose extrapulmonaire, voire miliaire, qui sont plutôt l'apanage du patient immunodéprimé et des enfants. Les localisations de la miliaire tuberculeuse. Donc, miliaire tuberculeuse, c'est l'équivalent de tuberculose disséminée. Ça veut dire qu'il y a la tuberculose qui circule dans le sang. Et donc, qui dit circule dans le sang dit peut atteindre tous les organes. Et donc là, vous voyez les organes les plus fréquemment touchés. Le cerveau, le poumon, l'os, le foie, la rate, les reins. En pratique, la tuberculose, c'est vraiment tous les organes qui peuvent être touchés. Et donc là, c'est pas sur le schéma, mais on peut aussi citer l'os, l'orchiépidymite, la peau. Tout ceci existe. Et les fameuses atteintes non pulmonaires de la tuberculose. Il faut citer la tuberculose ganglionnaire, qui a cet aspect typique de fistulisation, c'est ce qu'on appelait les écrouelles. C'est des adénopathies très inflammatoires qui vont spontanément se rompre à la peau en évacuant du caséum, donc ce pus extrêmement épais et caractéristique de l'infection. La tuberculose neuroméningée qu'on connaît parce que les modalités de traitement sont pas exactement les mêmes que la tuberculose maladie. Vous savez peut-être que la tuberculose neuroméningée, elle se traite un peu plus longtemps, 9 mois, et on y adjoint systématiquement une corticothérapie pour limiter le risque de réaction inflammatoire paradoxale à l'instauration du traitement qui pourrait aggraver le patient, voire causer des complications irréversibles sur le plan neurologique dues à l'œdème inflammatoire avec des risques de séquelles de type paralysie nerf crânien, voire engagement dans les cas les plus sévères. La tuberculose osseuse, son tableau emblématique, c'est le mal de Potts. C'est cette spondylodicite étagée avec des abcès froids pluriradiculaires qui doit faire penser à une tuberculose. Si un jour vous voyez une spondylodicite avec plusieurs abcès étagés chez un patient originaire d'une zone d'endémie, c'est sûr qu'il faut y penser. Ça fait partie des choses à envoyer au laboratoire de BK lorsque vous faites une ponction de biopsie disco-vertébrale. La tuberculose génitale, chez l'homme, c'est une atteinte du coup de l'orchiépidie qui peut se manifester par une leucocyturie aseptique, des calcifications de l'épididyme ou de la prostate et qui peut entraîner une stérilité par justement la calcification de l'épididyme qui fait que la spermatogénèse ne se fait plus bien. Chez la femme, ce sera plutôt du coup une atteinte tubaire qui va se manifester par des troubles menstruels, des douleurs abdominopelviennes et qu'on va diagnostiquer sur des frottis cervicaux, des diagnostics qui sont plutôt chirurgicaux. Chez la femme, il faut noter quand même que ces atteintes génitales sont beaucoup plus rares que chez l'homme. Là, je vous ai mis quelques iconographies. À gauche, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'aspect d'écrouelle, c'est une opathie cervicale fistulisée. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est un aspect typique de caséum. Au milieu, c'est une coupe anatomopathologique d'un testicule atteint de tuberculose. Là, vous voyez qu'il est très induré. Enfin, ensuite, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les pièces macroscopiques de testicules, pas forcément. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un testicule qui est pathologique. Et à droite, une image de spondylocyte tuberculose. Ici, c'est pas étagé. Vous voyez une seule atteinte très évidente, ça, qui est ici au niveau lombaire, au niveau thoracique, pardon, et qui comprime au niveau de la moelle avec une épidurite. Et donc, voilà, y penser devant une spondylolycite de diagnostic bactérien non évident. Le petit piège sur les lésions dermatologiques, c'était une description typique du psoriasis. Et voilà pour cette question 3. Question 4. On suspecte toujours une tuberculose pulmonaire. Quels sont les examens à faire pour obtenir des éléments en faveur du diagnostic?